et à toutes. Donc notre topo, comme vous avez vu, l'intitulé c'est Répression politique et patronale, licenciement, le rôle des révolutionnaires pour organiser la riposte. Donc en premier lieu, il y a notre camarade Ken qui travaille à Stellantis Poissy, qui va faire une présentation sur la situation dans les entreprises qui licencient, notamment dans l'automobile. Je te passe la parole. Camarades, les vagues de licenciements se multiplient. La CGT en recense plus de 400 depuis septembre 2023. 2500 emplois concernés. L'un des secteurs les plus touchés est l'automobile. MA France a fermé à Aulnay avec 400 licenciements. Des sites Valeo ont été vendus ou fermés. Michelin, Cholet et Vannes ont été fermés avec 1250 emplois supprimés. En parallèle, les effectifs de la fonction publique sont attaqués et la chasse aux chômeurs s'accélère avec la loi plein emploi et ses derniers décrets. Pour stopper ces attaques, ces vagues de licenciements, il ne peut y avoir qu'une réponse collective. Les patrons sont à l'offensive car les forces de la classe ouvrière sont éparpillées. Et la bureaucratie syndicale joue son rôle traditionnel d'empêcher une riposte collective des ouvriers. Face aux licenciements dans l'automobile, la CGT répond qu'il faut du protectionnisme, des droits de douane, une sorte de Trumpisme version locale. Face aux licenciements dans l'automobile, la CGT répond aussi qu'il faut des petits véhicules électriques pas chers pour relancer l'industrie. Alors on se demande pourquoi Sophie Binet n'a pas été embauchée comme chargée de projet chez Renault ou Stellantis avec ses idées géniales. Peut-être parce que les capitalistes s'en moquent totalement de ces conseils économiques géniaux. Face aux licenciements, la CGT répond qu'il faut transformer un sous-traitant automobile comme la fonderie de Bretagne, avec ses 300 salariés. Il faudrait transformer cette usine en usine à obus pour la défense nationale. Le tout avec la bénédiction du MEDEF et de Macron. Alors l'emploi est-il garanti maintenant à la fonderie de Bretagne? Pas du tout. Europlasma, l'acheteur, est une entreprise spécialiste des rachats d'entreprises en difficulté, un aspirateur à subvention dirigé par des financiers, rois des tripatouillages boursiers et des paradis fiscaux. Dans mon usine Stellantis Poissy, dans les Yvelines, qui assemble Opel Mokka, nous sommes 2500 salariés. La direction n'a pas annoncé de fermeture d'usine, mais le cycle de vie du modèle Opel Mokka s'achève. Il paraît évident que nous devrions fermer en 2027. La direction est en train de réduire de plus en plus vite les effectifs et les volumes de production, tout en prétendant que tout va bien pour l'avenir. Elle fait le grand écart entre discours et réalité. Car la direction a peur des réactions collectives des salariés et se rappelle des 4 mois de grève avant la fermeture de PSA Aulnay il y a 12 ans. Après des mois de rumeurs et de démentis, suite aux révélations du journal sportif L'Équipe, la direction de l'usine Stellantis de Poissy a avoué fin mai qu'elle était bien en négociation avec le Paris Saint-Germain pour une vente d'une partie du terrain de notre usine. Le club a besoin de 50 hectares pour faire un PSG Land, un stade de 90 000 places pour que ses joueurs millionnaires jouent à la baballe. Le Paris Saint-Germain a aussi besoin d'hôtels, de restaurants et de boutiques avec. C'est un immense complexe. Le projet coûterait à peu près 1 milliard d'euros. L'usine Stellantis Poissy, en déclin avec ses 170 hectares, située près du nouveau centre du PSG qui est déjà à Poissy, le centre de formation du PSG qui est déjà à Poissy, est donc une cible de choix. La direction prétend maintenant qu'à côté du futur PSG Land, notre usine pourra peut-être continuer en version rabougrie avec un nouveau véhicule mystère, 80 millions d'investissements et de nouvelles activités industrielles tout aussi mystérieuses. Beaucoup d'ouvriers n'y croient pas. L'opération communication de rattrapage a été complètement ratée. Ces derniers mois, les travailleurs de mon usine ne sont pas restés passifs. Un groupe d'ouvriers combatifs et des syndicalistes radicaux et sincères et des militants d'extrême gauche de lutte ouvrière et du NPA révolutionnaire se sont organisés et ont suscité depuis novembre dernier un maximum de discussions à la base. Après des mois de préparation, le 15 avril, nous avons fait 2 débrayages réussis qui ont paralysé la production. Les débrayages faits en commun avec des sous-traitants internes au site. Et ça, c'était génial.
Un comité de mobilisation a été créé, ouvert à tous, aux syndiqués et aux non-syndiqués, indépendant des syndicats. Un comité de mobilisation indépendant des syndicats. C'est, nous l'espérons, l'embryon d'un futur comité de grève, car les travailleurs doivent diriger eux-mêmes leur lutte. C'est la vraie démocratie, et cela les rend plus forts aussi. Une intersyndicale aurait été un soutien, comme une corde soutient un pendu. Nous n'en voulons pas. Nos revendications sont non à la fermeture. Imposons des garanties après la fin de la production de l'Opel Mokka. Il faut des garanties signées par la direction maintenant, pas dans 1 an ou dans 2 ans. Il faut des indemnités de licenciement correctes, des pré-retraites, des formations, des reclassements en interne du groupe ou en externe. Quelles que soient nos revendications, on en discute toujours, et on peut les critiquer, on peut discuter de tout. Ce qui est important à comprendre, c'est que nos revendications, elles sont liées à un rapport de force. Elles peuvent être déterminées, évoluer ou être affinées en fonction d'un rapport de force. Et le problème majeur, c'est d'instaurer ce rapport de force. Les travailleurs de mon usine ont aussi été actifs vis-à-vis de l'extérieur. Les ouvriers les plus combatifs sont déplacés à EMA France, dont je viens de parler, sont déplacés à EMA France quand ils étaient en lutte contre leur fermeture. Ils sont aussi déplacés à Stellantis d'Ouvrin, un site de fabrication de moteurs de 400 salariés qui doit fermer à la fin de l'année. Nous avons aussi des liens avec nos usines sous-traitantes directes du bassin parisien, du Nord ou de Normandie, qui risquent de fermer en même temps que nous. Forvia, Lear, MC Synchro, OP Mobility. Et mercredi 18 juin prochain, le comité de mobilisation des travailleurs de Stellantis-Poissy organisera un débrayage et un rassemblement devant le conseil régional d'Île-de-France. Pour interpeller les élus, bien sûr, mais surtout pour resserrer les liens avec d'autres travailleurs d'autres boîtes qui veulent lutter. Et pour faire parler de nous, briser la propagande de la direction, il faut qu'on entende la voix des travailleurs, les premiers concernés. Le comité y a invité bien sûr nos sous-traitants et les travailleurs de l'automobile. Au NPA révolutionnaire, nous pensons qu'il est crucial de coordonner les luttes contre les licenciements et fermetures, au-delà de la sous-traitance proche géographiquement. Nous ne sommes pas les seuls à penser cela, d'avoir cet objectif. Des salariés ont organisé des discussions communes avec les Michelin de Cholet, des Valeo de l'Isère ou des Stellantis de Poissy. Pour le NPA révolutionnaire, il est crucial de le faire aussi au-delà du secteur automobile. Et ce que je dis est valable pour l'ensemble du monde du travail. Il faut chercher des alliés chez un maximum de travailleurs partout. Nous, par exemple, à Stellantis-Poissy, il faudrait qu'on se pose le problème d'aller discuter avec les travailleurs d'ArcelorMittal qui sont de la sidérurgie, qui sont menacés. Donc de manière générale, il faut chercher un maximum d'alliés parmi les travailleurs et se coordonner avec eux et le faire contre la bureaucratie syndicale. C'est un des éléments indispensables pour que l'ensemble du prolétariat rétablisse un rapport de force favorable et gagne contre la bourgeoisie. Bon, maintenant, je vais donner la parole à notre camarade Gaël Kirant sur la partie qui concerne la répression patronale et politique. Notamment, vous savez peut-être que notre camarade qui a été licencié de la Poste il y a quelques années, la semaine prochaine donc passe au tribunal, est assigné par la Poste au tribunal avec 4 autres postiers de Sud et là la Poste s'acharne sur eux depuis 10 ans en plus, mais là c'est 10 ans après les faits. Donc voilà, donc je pense que notre camarade est justement très bien placé pour parler de ce problème. Bonjour les camarades, les amis et les collègues. D'abord, remercier quand même les camarades de lutte ouvrière. Pourquoi remercier les camarades de lutte ouvrière? On le fait à chaque fois, mais c'est important parce que, vous savez, il y a un peu cette petite chansonnette qui consiste à dire que les camarades de lutte ouvrière seraient fermés à la discussion, au débat, voire certains diraient sont sectaires. Je trouve quand même que pour des gens sectaires, offrir leur fête, donner la possibilité d'organiser des débats sans mettre le moindre nez dans le contenu des débats et des interventions, c'est une preuve de sectarisme qui, au sein de la gauche révolutionnaire, mériterait d'être développée, j'ai envie de dire. Alors c'est d'autant plus important qu'il y ait ces discussions, ces confrontations entre militants de la gauche révolutionnaire, que la bourgeoisie, les capitalistes, ils sont à l'offensive.
Ils sont à l'offensive et ils mènent une politique, on l'a vu sur le terrain des licenciements avec Ken, mais une politique qui est une politique réactionnaire et une politique qui aujourd'hui veut totalement en finir avec toute forme de résistance. Alors comment s'opposer à ça? Ils veulent en fait nous faire taire, et sur l'ensemble des terrains. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on s'oppose à un génocide, lorsqu'on est du côté du peuple palestinien, qui est massacré par un État avec la complicité de l'ensemble des pays occidentaux, on te criminalise, on te mène en procès, comme c'est le cas de Anas Kazib le 18 juin, ou comme ça a été la condamnation de Jean-Paul Delesco, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord, ou comme ça l'est pour Alexandre, militant de Solidaire Informatique, camarade du NPAR, qui est en processus de licenciement parce qu'il a osé, dans le cadre de ses mandats syndicaux, poser la question d'éviter que son entreprise ne marchande, ne trafique avec l'État d'Israël et avec des entreprises qui en fait vendent des armes à Israël. Aujourd'hui, l'État français, la France, Macron, a les mains emplies de sang. Je veux dire, le nombre de morts, de victimes palestiniennes, enfants, hommes, femmes, qui se fait sous nos yeux, cette politique de criminalisation, de vouloir assimiler la solidarité avec le peuple palestinien à de l'antisémitisme. Cette volonté en fait de dire qu'aujourd'hui, tu serais antisémite parce que tu combats l'État criminel d'Israël. Ce qui est antisémite en vérité, c'est de dire que tous les juifs défendraient la politique criminelle de Netanyahou et du sionisme aujourd'hui mené par l'État d'Israël, cet État criminel avec la complicité des États occidentaux. Qu'est-ce qui se joue derrière? L'État d'Israël en fait, c'est un gendarme pour des intérêts bien connus, des espèces sonnantes et trébuchantes pour les États-Unis, qui jouent ce rôle-là dans cette région de gendarme du monde. Mais cette logique, en réalité, de criminalisation, Retailleau, avec le discours de vouloir dissoudre, de dissolution d'organisations comme Urgence Palestine, il faut qu'on soit capable de faire bloc face à ça. Et lorsque Retailleau, en fait, parle de dissolution pour Urgence Palestine depuis le 30 avril, on voit aussi les difficultés que ça représente, parce qu'on sait aussi ce que ça veut dire en termes d'opposition dans notre camp. Mais comment ils font pour nous tenir? Ils nous tiennent avec une politique aussi qui est menée par le racisme, par la division, par l'islamophobie d'État. Quand Retailleau, après la victoire du PSG, parle de barbares, ça fait écho en fait à cette même chanson qui était portée par Chevènement dans un gouvernement de gauche où il parlait des jeunes des quartiers populaires comme étant des sauvageons, ou Sarkozy en 2005 qui parlait de racailles. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, avec cette politique raciste, islamophobe, ils arment ces criminels. Les 57 couteaux portés contre Aboubacar Cissé dans une mosquée, ils en portent une responsabilité. Les 5 balles qui ont tué Hichem Miraoui de la main d'un supporter du RN, ils portent une responsabilité. Lorsqu'on dit qu'il y a urgence, les camarades, lorsqu'on dit qu'il y a une responsabilité au sein de la gauche révolutionnaire, de faire bloc, de débattre, mais d'être capable, dans les quartiers, dans les universités, dans les entreprises, de voir ce qui nous rassemble pour frapper ensemble. C'est pas une question pour demain ou pour après-demain, ou même pour simplement des discussions électorales. C'est au quotidien au sein de la lutte des classes. Évidemment que pendant ce temps-là, ils continuent à licencier, ils continuent à exploiter les bons patrons français. On va y arriver. À exploiter les bons patrons français, comme Alain de Monoprix, de la CGT Monoprix, qui passe au tribunal
ou comme ça a été dit par Maria, 5 postillons passent le 12 juin, 11 ans après les faits. Pourquoi? Parce qu'en fait, on combattait pour que des collègues qui étaient précaires soient titularisés à la Poste, contre les réorganisations qui suppriment des emplois, qui détériorent les conditions de travail. Et au crime de lèse-majesté, qu'est-ce qu'on avait fait? On est allé au siège national de la Poste, le 13 février 2014, pour exiger des négociations. Quelle mesure radicale! Et 11 ans après, on nous dit c'est de la violation de domicile. Mais ça veut dire quoi si on se fait condamner? Si les travailleurs, des syndicalistes qui se battent avec des comités de grève, avec leurs syndicats, avec leur intersyndical, se font condamner pour violation de domicile parce qu'ils vont au plus près des donneurs d'ordre, leur dire on veut discuter, on veut négocier, c'est nous qui faisons tout tourner, vous devez nous rendre des comptes. Si on acte ça par une condamnation, et il parle de violence, on démontrera au procès qui est public d'où viennent les violences et d'où vient surtout une procédure totalement à charge. Mais la violence, elle est quotidienne dans cette société. Nos salaires de misère en fin de mois, nos expulsions de logement, ces citoyens huissiers, citoyens juges, citoyens vigiles, citoyens policiers qui défendent en fait l'État capitaliste et qui viennent taper à nos portes. Face à cette logique, celle du profit, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils criminalisent. On voudrait faire du 12 juin à 12 h, porte de Paris, porte de Clichy, au tribunal de Paris. En fait, l'occasion de justement tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui, parce qu'ils combattent une guerre coloniale pour une logique capitaliste et de profit, parce que comme la jeune garde, ils combattent l'extrême droite, parce que des travailleurs et des travailleuses qui combattent dans des entreprises contre les licenciements, contre les restructurations, d'être capable que justement ça ne soit pas l'occasion de dire on est victime, ils nous tapent. S'ils sont à l'offensive, c'est parce qu'ils nous craignent. Ils ne sont pas si puissants. Les grèves que nous avons menées un certain nombre de fois, dans les Hauts-de-Seine, on était majoritaire dans notre département, mais bien faible. Et face à nous, une entreprise qui est une entreprise d'État, liée avec des ministres, qui sont des ministres d'État. Notre ministre de tutelle, c'est le ministre de l'économie. On est capable de soulever des montagnes. Mais pour ça, il faut effectivement sortir des conclaves, sortir des discussions. Vous avez vu là, pour la question des retraites, grand étonnement, ils disent qu'il faut encore allonger l'âge de départ à la retraite. Il n'y aura pas d'esquive à celle de l'affrontement, à celle de la grève, à celle des manifestations, à celle des occupations. Et les organisations révolutionnaires, qu'est-ce qu'elles mettent au centre? Elles mettent au centre le fait de dire qu'en système capitaliste, il n'y a rien de plus conscient que de devenir communiste, que de devenir révolutionnaire, que d'en finir avec cette société faite d'exploitation et d'oppression. Et tous les camarades, toutes les organisations ont une responsabilité de mener ce combat en commun, au moment des élections, mais également dans les luttes. Le 12 juin, on vous invite, pas juste à soutenir, à être solidaire, mais à combattre pour notre classe, pour celle des travailleurs et des travailleuses, celle qui fait tout tourner, qui fait tout fonctionner et qui doit enfin tout décider. Et maintenant, je donne la parole à ma camarade et collègue Maria, qui va intervenir sur justement notre politique d'unité des révolutionnaires, du pôle des révolutionnaires. À toi, Maria. Oui, camarades, je vais intervenir, oui, plus précisément sur ce que les révolutionnaires doivent faire ensemble à l'avenir. Donc en ces temps de montée de l'extrême droite et de déboussolement politique de notre classe sociale, nous pensons justement que c'est d'autant plus important que les organisations révolutionnaires, et notamment donc celle du courant trotskiste auquel nous appartenons, eh bien, se posent très sérieusement le problème de discuter, trouver des terrains où elles peuvent intervenir, agir ensemble. La difficulté principale que nous avons, évidemment, c'est notre petite taille et faible implantation dans la classe ouvrière, encore aujourd'hui. Donc c'est donc notre tâche principale
d'élargir et renforcer notre militantisme dans les lieux de travail, de gagner des travailleurs, des travailleuses, des jeunes à nos perspectives, que ce soit par notre activité syndicale ou bien directement politique. Mais l'autre difficulté que nous avons aussi, eh bien, c'est le niveau relativement faible de combativité dans le monde du travail qu'on a connu ces derniers mois, ainsi que nous l'a décrit notre camarade Ken. Il y a eu des luttes, mais bon, isolées et pas forcément à la hauteur. Des salariés confrontés à des plans de licenciement massifs se battent au pied du mur et de manière isolée, alors qu'il faudrait un plan de lutte collective à une toute autre échelle, bien sûr, et qualitativement bien différente, pour répondre eh bien, aux attaques répétées du patronat et du gouvernement. Certes, il y a des coups de colère et des mouvements pour, par exemple, les salaires, mais là aussi d'une manière isolée. Alors, avant de discuter de ce que nous pouvons faire, nous les révolutionnaires, pour sortir de cette ornière, pour construire le parti révolutionnaire dont la classe ouvrière a tant besoin, c'est important de dire que la principale responsabilité de toute cette situation en incombe aux organisations réformistes qui prétendent encore représenter le mouvement ouvrier. Que ce soit donc les partis de gauche avec de moins en moins, à vrai dire, de base populaire autre qu'électorale, faut bien le dire, hein, mais aussi les organisations syndicales qui sont engluées dans la collaboration de classe avec le patronat et le gouvernement. La droite et l'extrême droite, et à vrai dire, on a du mal plus ça va, plus on a du mal à les distinguer. Les ministres de Macron, les Retailleau, Darmanin, Bayrou, mènent une politique directement raciste et anti-ouvrière, la même que l'extrême droite. Eh bien, leurs idées progressent d'autant plus là où des gouvernements dits de gauche, eh bien, en France, en Italie, au Portugal récemment, eh bien, ils ont mené ostensiblement des politiques antisociales, réprimant des grèves, arrosant le patronat par milliards et promulguant des lois à sa convenance pour mieux exploiter. Pour ne parler que de la France, et sans remonter au gouvernement sous Hollande qui n'ont produit que détestation, eh bien, qu'a fait la gauche ces derniers temps? PS, LFI et Parti communiste ont surfé sur l'aspiration bien légitime à l'immunité dans les milieux populaires. Eh bien, ils ont présenté, donc aux dernières élections législatives, un attelage électoral illusoire et bien galvaudé, le NFP, vous savez, donc le nouveau Front Populaire. Cet attelage qui devait permettre de faire barrage à l'extrême droite, eh bien donc, au deuxième tour, ils ont appelé à voter pour des anciens ministres de Macron, hein, Darmanin et Borne, pas des moindres. Et donc, cet attelage-là, le NFP, a surtout contribué à renforcer l'idée que seuls de bons députés de gauche, et en nombre, pouvaient faire abroger la loi sur les retraites d'Elisabeth Borne, puisque bien, le mouvement de 2023 ne l'avait pas permis. Un an avant, souvenez-vous, les confédérations syndicales avec la CFDT en tête, eh bien, elles aussi surfant sur l'envie, l'aspiration à l'unité des travailleurs, eh bien, ils avaient mené les quelques millions de manifestants qui avaient participé au mouvement contre la réforme des retraites, un mouvement certes peu gréviste, mais quand même très politique. Eh bien, ils les ont menés au fil des semaines et des manifestations, des défilés massifs, dans l'impasse des négociations au sommet. Alors dernièrement, elles ont donc participé au conclave, comme on dit nos camarades, même si FO avait refusé et la CGT a fini par partir, parce qu'elles sont bien plus préoccupées à rester des interlocuteurs du gouvernement et du patronat que de donner des perspectives aux travailleurs et même rien qu'à leurs propres militants. Ce 5 juin, la jeudi dernier, un texte symbolique a été présenté par les députés du PCF et ultramarins demandant l'abrogation du passage à 64 ans. Alors la CGT a fait défiler ses militants à l'appui de ce vote et le texte a donc été voté par la gauche et le Rassemblement national. Fabien Roussel, donc le secrétaire national du PCF, comme vous le savez, eh bien, il ose présenter ce vote comme un succès populaire, comme si la clique des politiciens racistes du RN nous représentait. Un vote censé donner du carburant aux luttes, nous dit la gauche. Eh bien, cet événement, à vrai dire, serait bien dérisoire s'il ne donnait pas, presque à coup sûr, du carburant au Rassemblement national lui-même. Alors, actuellement, les déclarations de cette même gauche politique et syndicale en faveur de l'industrie française, y compris de l'armement, en faveur des emplois bien français
Eh bien, ils occultent le fait que justement, les travailleurs ont des intérêts communs avec ceux qui, par-delà les frontières, travaillent souvent pour les mêmes groupes capitalistes. Ils n'ont par contre aucun intérêt commun avec le patronat d'où qu'il soit. Ils ont des intérêts communs avec les travailleurs. Mais les politiciens de gauche pleurnichent qu'il nous faudrait donc un patronat patriote. Et ils leur donnent des conseils d'ailleurs. Eh bien, toute cette politique alimente et renforce les idées nationalistes, le carburant de l'extrême droite précisément. Elle entretient un climat chauvin et xénophobe et contribue à désarmer la classe ouvrière face à la bourgeoisie. Alors les révolutionnaires, donc pour en venir à nous tous, les révolutionnaires ont certes le problème de leur petitesse, du manque d'implantation, comme j'ai dit, qui empêche de peser dans les luttes dévoyées par les organisations réformistes. Mais il y a un problème qui dépend, lui, de nous pour le coup. C'est d'œuvrer, tenter de résoudre le problème de notre émiettement. Ça, c'est de notre entière responsabilité. Car si aucun changement significatif, nous en avons bien confiance, n'aura pas lieu tant que les travailleurs ne reprendront pas le chemin de la lutte collective, et ça peut arriver très très vite, à n'importe quel moment, et ça pourra nous surprendre, nous dépasser largement, avoir un caractère explosif et politique, bien heureusement. Et bien le fait que des organisations qui veulent sincèrement l'émancipation du monde du travail, seules à même de faire trembler ce système d'aliénation dans lequel nous vivons, et bien le fait que nous nous donnions comme objectif de construire un pôle des révolutionnaires, et bien c'est pour nous d'une grande importance. C'est une tâche à prendre vraiment au sérieux et dès maintenant. Le pôle des révolutionnaires, ce n'est pas un mantra que nous agitons comme une baguette magique qui résoudrait tout. Pas du tout. Mais si cette aspiration à l'unité qui existe dans les classes populaires, au lieu d'être incarnée par les formes illusoires comme le NFP, eh bien elle était dans des formes d'apparition commune de l'extrême gauche, du moins trotskiste, mais pas que. Et bien sûr, nous n'avons pas l'illusion que ça va tout de suite nous donner l'ambiance que pour l'instant auraient les réformistes, on le sait. Eh bien, ça pourrait quand même être un pas en avant. Dans le passé, Hello et la LCR ont pu mener des campagnes électorales ensemble, mettant en avant quelques grandes lignes d'un programme pour les travailleurs, même en gardant des divergences importantes, mais c'est bien le minimum, dirait-on. Car, mais voilà, ces élections dont je viens de parler, auxquelles nous nous sommes déjà présentés ensemble auparavant, eh bien ce n'est pas tout, les élections. Nous dirions même qu'elles ne sont pas l'essentiel dans la collaboration que les courants révolutionnaires se doivent de chercher à entretenir. Chercher à intervenir ensemble dans des mouvements de grève, quand c'est possible, dans des mouvements et manifestations, même petits, comme les manifestations contre les massacres à Gaza, et qui sait, par exemple, à brève échéance, faire campagne contre la militarisation croissante ou réagir ensemble contre des attaques menées contre les travailleurs. Et elles ne vont faire que s'accélérer. Et le faire en affichant ensemble que tous les travailleurs, quelles que soient leurs origines, couleur de peau, religion, quel que soit le côté de la frontière où ils se trouvent, le bureau ou l'usine où ils travaillent, eh bien, ils et elles ont les mêmes intérêts à défendre, des intérêts de classe. Ils produisent tous les richesses dont se gavent les capitalistes. Eh bien, c'est quand même un sacré point commun, cette idée que nous devons défendre ensemble aujourd'hui, face aux multiples manifestations de la barbarie impérialiste dans le monde. Et cette idée nous lie entre nous, révolutionnaires, communistes et internationalistes. Et nous pouvons la mettre en avant ensemble. Bref, pour terminer, très probablement, c'est un choix et une responsabilité qui s'imposent à nous. Et les discussions dans ce sens, avant, autant commencer à les avoir tout de suite avec les camarades de lutte ouvrière ou d'autres organisations qui sont de notre courant. Mais bien sûr, sans gommer ou mettre sous le tapis les divergences politiques qui peuvent être d'une grande importance pour l'avenir, mais qui ne doivent pas nous empêcher d'apparaître ensemble à chaque fois que c'est possible. Car il faut chercher par tous les moyens à donner des perspectives et l'espoir à notre classe sociale. Alors nous disons avec Marx, prolétaires de tous les pays, unissons-nous, mais aussi révolutionnaires, les révolutionnaires qui le prônent, eh bien nous aussi, unissons-nous.